Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, que de croyances. Chapitre 1, encore une rentrée. 1. De nouveaux premiers pas. Les phares des voitures circulant sur le boulevard font office de veilleuse. La quiétude de ma chambre me berce, mes paupières se ferment lentement. Je suis tranquille et confiante dans mon présent, ravie de commencer l'année scolaire dans ma nouvelle école. Je m'endors en songeant à la jolie tenue que je vais porter demain, avec en bruit de fond les pas de ma sœur qui arpente encore sa chambre. Ainsi que je l'apprendrai plus tard, Moana aura eu du mal à fermer l'œil de la nuit. Plus âgée d'1 an et demi, celle que j'appelle Si, diminutif de l'anglais, sister, sait que cette rentrée est plus importante encore pour nous que les 2 précédentes. Moi, je refuse d'y penser. Si d'autres obstacles vont surgir sur ma route, je compte sur ma chance pour qu'ils aient la délicatesse d'attendre que j'y voie un peu plus clair dans ma nouvelle vie, volume 3. Je m'étais fait un sang d'encre pour ma rentrée en 3e. J'étais alors encore scolarisée en Roumanie, mon pays natal. Papa venait de tout quitter, nous compris, pour tenter de nous sauver de la dictature via le statut de réfugié politique qu'il espérait obtenir en France. En son absence, rien ne s'était passé comme je l'avais imaginé. J'ai continué pourtant à imaginer 1001 choses au sujet de ma rentrée en seconde. Nous allions rejoindre papa à Paris et naturellement, je m'attendais à une rentrée française. Sur ce point aussi j'ai eu tort, puisque ma première rencontre avec l'école française a eu lieu à Lagos, à l'époque la capitale du Nigeria. Cette rentrée-ci ne pouvait pas être plus surprenante, alors. Savoir que la ville où nous habitions, Sarcelles, était socialiste ne me mit pas la puce à l'oreille sur ce qui allait me tomber dessus. D'une part, papa m'avait affirmé que le socialisme occidental était démocratique et n'avait rien à voir avec la dictature de Ceausescu dans laquelle j'avais vécu les premières 14 années de ma vie. Et d'autre part, nous avions pu quitter sans une égratignure la douce dictature instaurée en une nuit par le coup d'État du général Muhammadu Buhari, seulement 5 mois après notre installation au Nigeria. Voilà pourquoi, au moment de la rentrée 1984, je me considérais à la fois chanceuse et blindée contre les surprises. D'ailleurs, je connaissais l'école. La secrétaire nigériane de papa, qui nous avait inscrites à l'école française de Lagos, avait aussi géré notre inscription au lycée de Sarcelles, mais cette fois le proviseur nous avait convoqués avant la rentrée et avait à la fin de l'entretien promis d'être à notre écoute en cas de besoin. Dans sa lettre, il nous avait indiqué le bus à prendre et le nom de l'arrêt pour arriver au lycée, mais pas le motif de l'entretien. Du moins, pas de manière assez claire pour que nous le comprenions. Pour autant, aucune de nous n'évoqua son appréhension à le rencontrer. Ma sœur jouait son rôle de grande, et moi je refusais d'avouer à la brillante bachelière ce que pensait de mon niveau en français. Le trajet va être facile puisque nous connaissons la ville, dis-je, pour chasser ma peur. Confirma Moana. Son sourire me donna un peu de courage, même si, nous le savions, j'exagérais. Nous ne connaissions pas bien Sarcelles, ni ses habitants et encore moins la réputation de l'agglomération. Fraîchement débarqués d'un autre monde, voire 2, l'un blanc, l'autre noir, nous ignorions qu'habiter dans ces immeubles HLM avait créé tant de névrose que le terme sarcellite avait surgi d'une bouche, puis 2, puis tant qu'il fut repris par l'ensemble des observateurs géopolitiques et du corps médical. Nous, la famille P, étions ravis d'y être à Sarcelles. Nous habitions près de la gare, à 15 minutes de Paris, à 10 minutes à pied du centre commercial de Sarcelles-Locher, les Flanades, et à 10 minutes en bus de l'entrée de Sarcelles Village, un charmant bourg avec des maisons individuelles, des commerçants de proximité et des rues à voie unique, d'une tranquillité à toute épreuve. J'aurais préféré une maison là-bas, mais nous ne connaissions pas cet endroit avant d'acheter notre appartement, situé dans un des immeubles à 4 étages qui avait créé la ville, 30 ans auparavant. Notre immeuble avait une forme en L et 9 halls d'entrée. L'idée qu'il soit HLM, habitation à loyer modéré, ne nous avait pas traversé l'esprit car nous n'en connaissions pas le concept. Ma famille avait habité dans un immeuble atypique à Bucarest, mais celui de Sarcelles nous plut, peut-être parce qu'il nous sembla familier puisque similaire aux immeubles communistes. Nous avions tous aimé l'appartement et étions ravis d'en faire notre foyer, sans nous préoccuper de la similarité des constructions ou quoi que ce soit d'autre.
Depuis notre aménagement, quelques semaines auparavant, nous nous efforcions de le rafraîchir et le meubler. Le reste du temps, Si et moi, nous nous baladions à pied ou avec le bus. Avoir des cartes oranges nous amusait. Nous avions une incroyable sensation de liberté à prendre le bus, sans poinçonner un nouveau ticket à chaque voyage. Pendant ce temps, nos parents lisaient les annonces d'emploi. Le jour de l'entretien avec le proviseur, ils n'en dérogèrent pas. Leur niveau en français ne dépassait pas le nôtre et il leur sembla inutile de gaspiller 4 tickets de bus. Ils n'avaient pas de carte orange, eux, et 3 heures de recherche d'emploi. Cela peut paraître étrange a posteriori, mais nous étions habitués à ce mode de fonctionnement communiste, qui vise le fonctionnel, le pratique et méprise le gaspillage. Si et moi allâmes voir le proviseur la peur au ventre et le sourire aux lèvres. Personne n'aurait deviné que nous étions sœurs. Ses cheveux noirs, crépus et volumineux contrastaient avec mes mèches blondes et droites comme la loi. Sa peau était plus mate que la mienne et ses yeux, marrons, n'avaient pas la même forme que les miens. Leur couleur oscillait entre le vert et le doré. Moana avait un nez plus long que le mien, une bouche plus pulpeuse et des dents rangées en rang de perles, alors que les miennes se chevauchaient allègrement. Nous avions à peine un air de famille. J'avais pris de ma mère ce qu'elle avait pris de mon père et inversement. À Bucarest, débordés par nos occupations respectives, notre affection se manifestait seulement à travers notre appellation commune Si, à laquelle nous ajoutions diverses intonations pour communiquer nos sentiments. Ici, c'était différent. D'abord, nous pouvions parler librement, sans craindre la sécurité. Ensuite, sans nos amis, en manque de nos amours et de notre vie passée, notre connivence se renforçait presque par nécessité. Par exemple, comprenant que nous allions intégrer un vrai lycée, comme chez nous, avec plusieurs bâtiments et nombreuses classes, nous nous prîmes la main instinctivement afin de franchir le portail de notre école. Le panorama était si différent de celui de notre école de Lagos, où nous étions une quarantaine en tout. Comme nous étions en avance, nous ignorâmes la flèche secrétariat, dépassâmes le bâtiment administratif et avançâmes, main dans la main, vers l'épicentre de l'école. La longue allée bétonnée vers la cour centrale, bordée de verdure taillée avec soin, était spacieuse. La cour également. En nous plaçant au milieu, face à l'allée, nous vîmes sur notre droite un bâtiment à 2 étages avec un préau plutôt profond et l'autre côté de la cour, plus loin, au bout d'une allée plus étroite, un autre immeuble, plus haut d'1 étage. À notre extrême droite, si on longeait une 3e allée au milieu d'un espace vert également bien entretenu, on pouvait accéder à une autre construction de plein pied. Moana l'identifia comme étant la cantine. Intimidée par les proportions des lieux, je ne pipais mot. Percevant mon appréhension, Si me serra contre elle. Allez Si, c'est l'heure. Pas de problème, dis-je, avançant à reculons vers ce secrétariat où l'avenir m'attendait. Il n'y avait personne dans le couloir. Le silence m'intimida aussi. Nos pas sur le carrelage alertèrent la secrétaire, qui sortit de son bureau pour nous accueillir et nous conduire vers le proviseur. Il nous attendait aussi probablement, car lui aussi sortit à notre rencontre. Son regard passa de l'une à l'autre 2 fois, sa main se tendit vers les nôtres, puis, à peine les présentations faites, il nous invita à entrer et à nous asseoir dans les 2 fauteuils placés en face de son bureau. La pièce lui ressemblait par l'accumulation de dossiers, donc de savoir. On voyait tout de suite qu'il y était à l'aise. « Merci monsieur », répondit Moana avec son ton affecté que je lui connaissais si bien. « Bien », continua-t-il une fois que nous fûmes assises. Rien n'était bien, enfoncé comme je l'étais dans ce fauteuil en cuir, avec mon nez à hauteur du bord de son bureau et incapable de me relever, allez savoir pourquoi. L'homme était grand, large d'épaules, avec une voix qui portait au loin et un regard pénétrant presque méchant. Je fixai mon attention sur ses tempes grisonnantes, et m'efforçai de comprendre ses paroles. « Vous avez trouvé facilement ?»« Oui, merci monsieur pour vos explications dans la lettre, » dit Moana. Le proviseur hocha la tête, et commença à nous parler du fonctionnement du lycée. Le timbre de sa voix résonnait agréablement dans ce bureau sombre comme la nuit, chargé en meubles et dossiers d'élèves de toutes sortes, sauf des élèves roumaines, réfugiés politiques, comme les sœurs P. Il nous fit remarquer que si, à l'école française de Lagos, nous étions tous des étrangers puisqu'aucun Nigérian n'y étudiait, son établissement accueillait pour la première fois des réfugiés politiques et il allait veiller personnellement sur nous.
Son ton bienveillant laissait supposer qu'il avait essayé d'imaginer le genre de terreur psychologique que nous avions eu à surmonter durant la dictature et durant le coup d'État au Nigeria, mais cela ne me calma pas. Le mot étrangère, dont j'avais subi les conséquences pendant ma seconde, me déplaisait. Allais-je un jour devenir française? Mon exploit de traverser la seconde avec un classement honorable me permettait de feindre être intégrée. Je devinais le français, supposais le sens des sons et formulais des réponses brèves pour me tromper le moins possible. Si parlait bien mieux. Elle lui raconta aisément notre année scolaire au Nigeria, nos cours en classe et via l'organisme d'éducation à distance, Educatel. J'écoutais attentivement les conditions risquées dans lesquelles elle et ses collègues avaient fait le trajet jusqu'à Lomé, au Togo, où se trouvait le centre d'examen pour passer son baccalauréat de français. À nos parents, elle n'avait pas donné autant de détails, probablement pour ne pas effrayer maman même a posteriori. Le proviseur la complimenta sur son courage ainsi que sur son niveau de français, et je commençais à me détendre, espérant que sa performance allait déteindre sur moi. Cela faisait une demi-heure que nous étions là, je n'allais peut-être pas être obligée de parler. Bien entendu, je me trompais. Bon, très bien. Pour vous, tout va bien. Je vous ai inscrite en terminale S, ainsi que vous l'aviez noté sur votre liste de vœux. Merci, monsieur. La panique m'assaillit. Que voulait-il dire par « pour vous » ? Moi, ça n'allait pas ? Pourquoi ? En digne devin, le proviseur continua. En revanche, Marina, il n'y a pas de filière A3 dans mon lycée. Que choisissez-vous ? La filière S comme votre sœur ou bien la B ? Le ciel me tomba sur la tête. J'avais été si contente d'intégrer cette filière littéraire axée sur le dessin, essentielle pour mon avenir de styliste. Je m'estimais même à la moitié du chemin. Grâce à mes cours de dessin industriel en 4e, je savais dessiner des boulons en 3D et me voyais déjà en train d'apprendre à crayonner les contours des tenues qui envahissaient mon imagination. Personne ne m'avait préparé à la possibilité que mon lycée puisse ne pas offrir ce dont j'avais envie. Le proviseur attendait ma réponse avec le stylo dans la main, arborant un visage serein, comme s'il m'avait demandé une chose facile, comme ce que je préférais, l'aile ou la cuisse. Je ne savais plus que la filière B était une section économique et sociale mais ne pouvais montrer mon ignorance sans passer pour une dinde. S, dis-je fermement, sans préciser que je n'aimais pas les mathématiques. Entendu. Ne vous inquiétez pas, continua-t-il d'un ton doux, probablement parce que j'avais blêmi. Je sais dans quelle classe je vais vous mettre. Vous y serez très bien. Comme votre sœur Antonia dans la sienne. Ne vous l'ai-je pas dit ? Le prénom tahitien de ma sœur n'avait pas été accepté par l'administration communiste. Alors les parents avaient inscrit sur le registre de l'état civil le prénom proposé par la tante de papa. Maria habitait à Madrid, de l'autre côté du rideau de fer, et lui avait envoyé son premier cadeau de naissance. J'esquissais un sourire. Qui aurait pu imaginer alors qu'un jour, elles allaient habiter si près ? Tout était possible dans la vie. Le proviseur était en train de me dire qu'avec un peu de travail et de la chance, tout irait bien. Soit. De la chance, j'en avais. Pour le travail, j'allais faire de mon mieux. Je souris au proviseur, puis lorsque nous quittâmes le lycée à ma sœur qui n'était pas dupe de mon tourment. Comme évoqué plus haut, notre entente s'était renforcée depuis que ma mère, elle et moi avions quitté définitivement la Roumanie, 18 mois auparavant. Si le fait de quitter son pays est en soi violent, tranchant, imaginez ce que signifie laisser derrière soi tout ce que l'on a connu pour se jeter dans l'inconnu, avec l'espoir que ce geste désespéré vous sauvera la vie. J'osais à peine imaginer le courage qu'il avait fallu à papa de quitter sa famille, ses amis et tout ce qui constituait sa vie d'ingénieur en chef respecté, pour que ma sœur et moi cessions de subir les terreurs de la dictature, comme lui et sa famille eurent à le faire. Il avait pu le faire grâce à un incident, lire une délation d'un tiers contre son chef, qui lui avait ouvert une brèche dans l'étau du dictateur qui approchait alors, en 1982, l'apogée de sa folie. Papa nous avait sauvés grâce à l'aide de sa mère, Nella, qui voyageait à Paris et à Madrid, chez sa sœur Maria. Puis, 1 an après notre arrivée en Occident, papa nous avait sauvés de la dictature de Boiry et plus précisément des balles que les rebelles tiraient sur les Blancs,
juste parce qu'ils étaient blancs. Après avoir traversé tout cela, me plaindre d'avoir été affecté dans une filière différente de celle que j'avais initialement choisie paraissait mesquin. Pas étonnant donc qu'une fois assise dans le bus du retour, Si me serre près d'elle et déclare: c'est un mal pour un bien. Cette filière est la meilleure. Elle t'ouvrira plus de portes. Peut-être que tu changeras d'avis sur ton métier, d'ici l'année prochaine. Nous allons apprendre tant de choses. Bien plus que l'année dernière. Tu as raison. Ma sœur laissa le silence et le mouvement du bus me calmer, jugeant inutile d'ajouter qu'elle aussi avait peur pour son année de terminale. Nos parents nous attendaient, sans nous attendre. Papa, un brun ténébreux aux jolies tresses sveltes de taille moyenne, bricolait dans la salle de bain. Maman, un petit bout de femme de 1,52 m, au visage d'ange et au caractère d'acier, préparait le déjeuner. Ils nous accueillirent comme si on rentrait d'une balade et prirent note de mon inscription en première S avec philosophie, même si mon niveau en mathématiques ne pouvait pas atteindre celui de Si. Nous passâmes le reste de l'après-midi, et les jours suivants à peindre l'appartement. Aucun de nous ne songea à la liste des fournitures scolaires car nous avions été élevés dans la pénurie. Un cahier, un stylo et vogue la galère. Pour la rentrée scolaire, seule notre garde-robe, jusqu'alors adaptée à l'Afrique, avait été enrichie de nouvelles pièces, les unes plus jolies que les autres, et en particulier des pulls. Malgré l'été, nous étions frigorifiés à cause de la différence de température, de 20 degrés Celsius inférieure à notre ancien chez nous. Voilà pourquoi, ce soir-là, je songeais à la chose la plus agréable qui m'était arrivée dernièrement. Quelle tenue allais-je choisir pour le lendemain ? 2. Une classe de première pas comme les autres. Nous habitions au 4e et dernier étage, sans ascenseur, sur le côté droit du palier. Nous ne connaissions pas encore les voisins côté gauche, ni aucun autre. Dès que l'on ouvrait la porte, on voyait du côté droit, la salle de bain, puis les toilettes, puis la cuisine. Du côté gauche du couloir, il y avait d'abord la chambre de Moana, puis la mienne et au bout de ce couloir, une porte pile face à celle de l'entrée. Celle-ci permettait l'accès à un double séjour, partiellement séparé, à un tiers de la surface, par une drôle d'armoire, pas encastrée dans le mur, comme dans notre maison d'Ikea mais plutôt comme une sorte d'excroissance. Son fond était derrière la porte et elle s'ouvrait du côté du petit aparté, dans lequel nos parents avaient installé leur lit. C'était un drôle de changement comparé aux 30 mètres carrés d'intimité, salle de bain comprise, qu'ils avaient eu dans notre maison africaine, mais ils s'y étaient fait rapidement. Pour une famille de 4 personnes, sans compter Tsutsin, notre chat nigérian, sa surface de 80 mètres carrés suffisait, d'autant que sa forme en T facilitait la tranquillité de chacun ou presque. Comme tous les matins, j'entendis les pas de ma mère résonner dans le couloir. Elle allait nourrir le chat. Le garde-manger coin cuisine salle de bain du chat ne dépasse pas les 3 mètres carrés, soit le tiers de la surface de son ancien chez lui. Ainsi, c'est notre chat, noir comme le charbon, qui a été le plus lésé par ce déménagement. Gentil comme tout, loin de se plaindre, il ronronne à tout rompre et à juste titre. Malgré sa dimension, nous nous sentons tous très bien dans notre boîte d'allumettes, ainsi que l'a nommée maman, peut-être parce que le soleil pénètre à profusion de partout. Dans le séjour, les fenêtres s'étendent sur toute la largeur du mur des deux côtés, est-ouest, et partout dans la maison, de la taille jusqu'au sol, la partie basse est en verre dépoli, pas en ciment. Ainsi, la lumière inonde toutes les pièces. Ici, le manque de distance entre nos chambres nous oblige à nous croiser davantage. Au début, nous nous bousculions et heurtions sans cesse, ce qui a eu pour conséquence de nous faire rire du matin au soir tandis que nous travaillions à remettre l'appartement en état. Peinture, moquette et installation des meubles achetés à l'Armée du Salut, à l'exception de mon bureau et mon armoire. J'avais vu ces meubles au magasin de bricolage de Sarcelles par hasard, et les trouvais parfaits pour ma chambre, blanc, simple, avec une fine languette dorée collée sur le contour des portes et tiroirs. Comme mon anniversaire approchait et que Moana avait une armoire intégrée dans sa chambre, maman céda à mon envie d'assortir mes meubles. En réalité, elle sentait la colère qui bouillonnait dans mes veines. J'étais toujours malheureuse d'avoir quitté Bucarest. Mes amis et mon amoureux Denis me manquaient trop. Je n'avais pas mesuré l'ampleur des dangers de la dictature, parce que mes parents m'avaient caché la vérité sur nos soucis avec le régime. Maintenant,
Il leur était impossible de demander à la gamine de 15 ans que j'étais de changer de regard sur un passé qu'on essayait tous d'oublier. Donc, pour cicatriser mon traumatisme émotionnel, maman essayait de me créer un environnement confortable, passant sous le sceau de l'indifférence le sacrifice financier pour satisfaire mes goûts de luxe. Elle a donc payé 100 francs pour mon bureau contre 10 francs pour celui de ma sœur, en décrétant que ce serait mon cadeau d'anniversaire. Le débat fut clos. Maman, qui avait passé une année à nous attendre rentrés de l'école et respectivement du travail, était sensible aux difficultés psychologiques que ma sœur et moi devions surmonter pour nous adapter à notre nouvelle vie. Elle-même avait du mal à trouver un sens à son environnement sédentaire, sarcellite, partie de bridge mise à part. À Bucarest, maman faisait des électrocardiogrammes dans une clinique la journée, avait une activité sociale le soir et des parents omniprésents. Là-bas, tout le monde souffrait de faim et de la surveillance permanente de la police secrète, alors le peuple faisait de son mieux pour garder la tête haute et le corps loin de la prison. Ici, elle dépérissait à tenter de trouver un équilibre entre ce qu'elle et papa pouvaient nous offrir et les désirs qu'elle devait oublier. Sorties au cinéma, au théâtre, pas de coiffeur, ni soirée entre copines. Nos parents avaient troqué la dictature et le néant de tout, contre la dictature de l'argent et la liberté théorique en tout. À peu près. Comme à Bucarest, papa râlait un peu puis cédait aux désirs de maman. Pas étonnant donc que pour ma chambre, je pus aussi choisir la moquette, un peu chère, et la couleur de la peinture, différente des autres pièces. Une fois l'odeur de la peinture évaporée, je m'y suis sentie chez moi. J'aimais m'asseoir à mon bureau, m'imaginer en train d'étudier, moi, puis écrire des lettres à mes amis en évitant de leur parler de mes nouveaux pulls. Mela, Denisa et Ada n'avaient aucune chance de renouveler leur garde-robe. Les magasins étaient vides, et les Bucaretois claquaient des dents à l'approche du froid. Ne vous l'ai-je pas dit ? Ceausescu faisait couper l'eau et le chauffage pour faire des économies. Comparativement, je vivais au paradis. Comment ne pas me réveiller le sourire aux lèvres, prête à relever ce petit défi, l'école, d'autant qu'ici je n'étais plus obligée d'enfiler l'horrible uniforme, pas priée d'exhiber mon numéro de matricule, ce carré de tissu sérigraphié avec un jaune cacadois hideux qui me donnait l'impression d'être une prisonnière. Ici, je n'avais ni hymne ni poésie patriotique à clamer. J'étais libre. Je songeais à la douceur de ce mot, en entendant les pas de maman dans le couloir. Mieux valait que je me hâte à faire mon lit. Elle allait toquer d'abord à ma porte puisqu'elle venait depuis la cuisine, où elle nous avait sûrement préparé le petit déjeuner aussi. Ma mère faisait les choses dans l'ordre, de manière systématique, comme nous l'avions tous appris dans le communisme, pour gagner ne serait-ce qu'une seconde de productivité. Son doigt toqua doucement à ma porte. « Tu es réveillée, Anka ? Le petit déjeuner est prêt. »« Entre. » dis-je en souriant à l'entendre m'appeler par mon prénom de petite fille, pas celui que j'utilisais à l'école. Ainsi que je l'avais prévu, ses yeux verts brillaient de contentement. Mon lit était fait, et j'étais habillée. Ma chemise à manches courtes, dont le tissu multicolore à petites fleurs mettait en valeur mon hâle doré, allait bien avec mon jean bleu clair, une grande nouveauté pour moi qui n'avais eu qu'un seul Levi's bleu foncé jusqu'alors. Je portais des tennis blanches, qu'une Française appellerait classiques, alors que pour moi elles étaient tout sauf cela. Elles représentaient la fin d'un long combat contre la pénurie. J'avais quitté la Roumanie avec une paire de chaussures trop petites pour moi, et une paire de sandales à talons, faites sur mesure chez le cordonnier sur ordre de papa. L'impossibilité de nous chausser avait été la goutte qui avait fait déborder sa colère contre le régime totalitaire dans lequel nous vivions. Dès lors il fit tout pour partir. À notre arrivée à Paris, papa nous chaussa avec ce qui nous fit plaisir. Malheureusement, 2 mois plus tard, à notre arrivée à Ikera, au Nigeria, une bonne partie du contenu de nos valises avait quitté l'aéroport avec quelqu'un d'autre que nous. Notre chef de famille récidiva donc la séance shopping au marché local, Alaba Market, où Si et moi étions les seules adolescentes blanches. Forcément, nous achetâmes ce qu'il y avait, à savoir des sandales à talons, tombées du camion. Une fois installée ici, j'avais enfin pu acheter des tennis en toile au marché de Sarcelles. J'en avais pris des blanches, des noires et des rouges. J'étais heureuse.
Maman m'observa un instant en train de me brosser les cheveux, vit que mon bureau était rangé et les 2 portes de mon armoire fermées et m'embrassa. Bonne chance pour ton année scolaire, Anka. Merci maman. Je ferai de mon mieux. Entendre mon prénom usuel me rappela qu'ici, j'avais le pouvoir sur ma vie. Si ma maîtresse avait opté en CP pour Marina, afin de me distinguer de ma camarade en KS, ici c'est moi qui avais décidé de me présenter ainsi aux Français. Et ça changeait tout. Anka retenait l'attention des Français, c'est joli. C'est de quelle origine ? Disait-il alors que je voulais m'intégrer, devenir au plus vite une Française. Bien entendu, en entendant mon accent, il voulait connaître mon histoire et j'aimais cet intérêt. Les bribes apprises après avoir passé la frontière ne me suffisaient pas. Comme je n'osais questionner mes parents, par un effet de miroir, quand les Français me demandaient de me raconter, je sentais qu'ils s'intéressaient à Marina, leur nouvelle amie. Ce matin-là, j'allais seule à l'école. Si avait sa rentrée 1 heure plus tard. À peine montée dans le bus, je commençais à scruter les visages des adolescents avec un esprit positif. Le proviseur m'avait annoncé que je n'étais pas la seule étrangère dans ma classe de première, sans spécifier combien d'étrangers j'allais côtoyer. De toute façon pour moi, ils étaient tous étrangers. Je n'allais avoir aucun compatriote à mes côtés. Celle-ci et moi venions de si loin. Comment mes camarades allaient-ils m'accueillir ? Mes dents se mirent à claquer un peu, et je mis ma langue entre mes dents pour que l'on ne m'entende pas. En seconde, mes camarades de Lagos m'avaient baptisée, dès le premier jour, la petite Roumaine. J'avais passé une bonne année, même si tous les 10 ne m'avaient pas accepté de bon cœur, avec mes différences culturelles. J'étais contente de me retrouver ici dans une classe avec un effectif plus proche de celui de Bucarest, afin de pouvoir me fondre dans la masse au besoin. Dans l'immédiat, collée à la barre centrale du bus, j'aurais voulu devenir cette barre, rester dans le bus, ne plus rien avoir à affronter. Jamais. Du CP à la 4e, j'avais eu quasiment les mêmes 41 camarades. Nous avions fait les 400 coups comme tous les gamins de notre âge, et étions de surcroît profondément liés de manière inconsciente par notre résistance à la répression. Aucun de nous ne voulait réciter les poésies patriotiques, aller au défilé, crier hurrah en voyant Ceausescu au lieu de le huer, mais nous n'avions pas le choix. L'école était très stricte. L'insubordination était punie par de mauvaises notes en comportement, lesquelles, si elles étaient trop basses, pouvaient nous valoir un redoublement. En grandissant, nous étions encore plus sérieux. Pour entrer en 3e, nous devions passer un examen aussi difficile que le baccalauréat. Ensuite, selon les filières choisies, l'effectif des classes variait, mais pas énormément. La plupart des élèves restaient dans le même établissement, et je connaissais presque tous ceux de mon école. Ici, dans ce bus, tous les visages m'étaient étrangers. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule, exception faite de ce matin terrible, lors de ma rentrée en 3e, quand j'étais restée debout au milieu du rang de ma classe dans la cour intérieure du lycée Yonkreanga, face à tous qui venaient de découvrir mon secret. Ce jour-là, 9 classes de 3e numérotées de A à I, attendaient leur intronisation obligatoire dans Union de la jeunesse communiste au cours d'une cérémonie patriotique. Après l'appel de mon nom, le proviseur avait annoncé au microphone que j'étais indigne d'y entrer, parce que mon père avait trahi la patrie en la quittant définitivement. Cela signifiait qu'une enquête de la Securitate était en cours sur ma famille, et potentiellement sur tous les gens qui me parlaient. Autrement dit, les 400 élèves qui m'entouraient pouvaient susciter l'intérêt de la Securitate. Tous savaient que le départ de papa signifiait que nous allions demander à le rejoindre. La démarche administrative portait même un nom, déposer le dossier, et cela était synonyme de ouverture d'une enquête avant d'obtenir l'autorisation de partir. Le risque était grand car l'investigation pouvait durer longtemps, parfois une décennie. Et la réponse positive n'était pas garantie, même si on n'avait rien à se reprocher. En cas de refus, certains renonçaient à leurs rêves, d'autres tentaient de fuir en passant la frontière à pied, au risque de se faire tirer dessus ou à la nage via le Danube. Des milliers de Roumains sont morts ainsi. Personne ne sait combien, je doute fort qu'il y ait des statistiques. Il va sans dire que ce jour-là à Bucarest, j'avais suscité non pas la haine de mes camarades mais l'envie. Puis, à Lagos, le premier jour d'école,
la petite Roumaine avait à nouveau suscité la curiosité. Quelle réaction allais-je cette fois provoquer ici, à mes 23 camarades de classe ? Certes, j'espérais me fondre dans la masse dans ma classe de première S, mais que voulez-vous, je ne fonds pas. À la fin de ma présentation, tous les regards se sont braqués sur moi. Une réfugiée politique ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, j'appris ce jour-là que la couleur de peau est, quoi qu'on en dise, un critère de différenciation dans l'esprit humain. Être de couleur noire parmi les blancs est aussi voyant que blanc parmi les noirs. J'avais noté les regards s'attarder sur la Camerounaise aux couettes roulées autour des oreilles. Le jeune à la peau café au lait, qui venait de Madagascar, a aussi attiré l'attention davantage que le garçon à la peau cadavérique, d'origine russe. Ce dernier fut comme moi à Lagos baptisé aussitôt le Russe. Pour autant, mon fort accent et mon aveu, je suis réfugié politique, me mirent en haut de l'affiche au milieu des 20 autres élèves français qui se connaissaient entre eux. Aucun ne savait ce que cela signifiait, réfugié, tout comme moi avant de le devenir. Ils m'entourèrent à la récréation comme des abeilles autour d'une fleur nouvelle. Je notais leur besoin de cataloguer, de mettre les gens dans des cases, la Camerounaise, le Russe, et qu'ils se présentèrent à moi comme étant juifs, pas français. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais je me gardais bien de le montrer. D'abord ils semblaient en être très fiers et ensuite, je ne comprenais quasi rien, par exemple. Le bolos est trop Leicester, je te jure j'ai le séum de l'avoir le vendredi après l'autre chum sur la Torah, heureusement qu'il n'y a pas aujourd'hui, Shabbat rentre tôt en plus. Quoi ? De tout cela je comprenais. Vendredi après-midi, heureusement qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas car qu'en plus Shabbat rentre tôt. Dans le bus du retour, l'adorable Ariel m'expliqua que j'allais entendre à profusion les expressions Shabbat rentre, tôt ou tard selon l'heure et Shabbat sort à quelle heure. Car Shabbat était leur fête religieuse hebdomadaire qui commençait au coucher du soleil le vendredi pour finir le lendemain au coucher du soleil. Mes camarades de classe étaient en colère, car le professeur d'histoire avait annoncé qu'il allait faire des contrôles le vendredi en fin d'après-midi et qu'il ne portait rien sur eux ce jour-là. Sauf tes clés, dis-je surprise par ces paroles. Non. Rien. Et ma mère est toujours à la maison, me dit Ariel, comme si c'était une évidence. La mienne aussi, dis-je joyeusement, trouvant là un point commun. Puis, je lui ai dit que j'étais orthodoxe et que nous n'avions pas à discuter de religion à l'école. Sur la Torah. Pourquoi vous dites tout le temps ça ? Quoi, sur la Torah ? Oui. C'est notre manière de dire je te jure, sur notre livre sacré comme toi ta Bible. Ah, je comprends. Je m'efforçais de comprendre en fait. En argot, bolos signifiait tête de con, Leicester exaspérant, séum être en colère, et en verlan chum signifiait moche. Autrement dit, en descendant du bus, les nouveautés fusaient dans ma tête. Ariel, Gad et Sabrina me crièrent qu'ils m'attendaient à l'heure à la Sina. Ceux qui descendaient au même arrêt explosèrent de rire en voyant ma tête ahurie. Quoi ? dis-je, fouillant dans ma mémoire visuelle une pancarte de boutique dans le centre commercial. À la synagogue. T'inquiète, je t'amènerai, dit Nelly en me tapant sur l'épaule. Nelly et moi avançâmes vers chez elle, pour qu'elle me prête Manon Lescaut de l'abbé Prévost, que nous devions lire pour l'école. Je découvris que nos immeubles, identiques, se situaient à une 50aine de mètres l'un de l'autre, que nos cages d'escalier étaient identiques et nos paliers aussi. Elle habitait au premier étage et sa mère était comme celle d'Ariel, à la maison. Aussi blonde que sa fille était brune, elle avait les mêmes yeux bleus comme le ciel de printemps, la même énergie et la même joie de vivre que sa fille. « Entrez, entrez les filles, dit-elle comme si elle me connaissait. Merci beaucoup. Bonjour madame. Je tentais de paraître normale mais j'étais perturbée. D'abord, Nelly venait de toucher du bout des doigts un bâtonnet collé sur le cadre de la porte d'entrée, puis avait embrassé le bout des doigts, le tout dans un mouvement qui paraissait habituel, y compris pour sa mère qui n'avait pas réagi en la voyant. Ensuite, cela me fit tout drôle de voir que je pénétrais dans un appartement identique au mien. La mère de Nelly prit mon chancellement pour de la timidité et me proposa de m'asseoir, m'offrit à boire, puis me bombarda de questions. Mon accent ne laissait aucun doute sur le fait que je n'étais ni française ni juive, et elle voulait tout savoir, surtout concernant ma religion et le degré de ma foi. Elle conclut avec gentillesse. Tu as dû en voir de drôles de choses, Marina.
Je le savais de loin. Notre communauté, nous sommes des Juifs ashkénazes, est répandue en Europe occidentale, centrale et orientale, y compris en Roumanie, mais très peu en effet à cause du régime. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.